Bonjour à tous et bienvenue à ce balado qui vous est présenté par le journal Le Nord Info, distribué à près de 60 000 copies à votre porte, mais qui est aussi accessible par le biais de nos différentes plateformes numériques qui, elles, comptent des milliers d'abonnés, dont le nordinfo.com et notre application mobile. Aujourd'hui, le sujet dont nous discuterons plus particulièrement est celui de l'avenir de l'ancien terrain de golf de Rosemère, un enjeu de cette campagne électorale qui se clôturera le 7 novembre prochain avec la tenue des élections. C'est sous forme de débat chronométré que nos panélistes, les deux candidats à la mairie de Rosemère, soit le maire sortant, Éric Westram, et le candidat aspirant, Pierre-André Geoffrion, défendront leur position dans ce dossier. Vous devez savoir que l'ordre de prise de parole pour tous les points à l'ordre du jour a été tiré au hasard avant le début de ce débat, en présence des candidats. Le nombre de minutes que durera chacune des interventions a aussi été déterminé à l'avance et est connu de nos invités. Mon nom est Christian Asselin, journaliste, et vous l'aurez compris, c'est moi qui agirai à titre d'animateur et d'arbitre de ce débat qui se déroulera comme suit. Les candidats auront d'abord 2 minutes chacun pour se présenter. Ils auront ensuite 5 minutes chacun pour donner leur point de vue sur l'avenir du golf. Chacun des deux candidats pourra par la suite poser une question à son adversaire au sujet de sa position sur l'avenir du golf. Ils auront alors 3 minutes chacun pour répondre à la question. Finalement, nous terminerons ce débat avec la conclusion des deux protagonistes qui auront alors 4 minutes chacun pour clore cette discussion. Sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre-André Geoffrion, dont le nom a été pigé pour débuter ce débat. Monsieur Geoffrion, vous avez 2 minutes. Bonjour à tous. D'abord, un petit préambule. Je suis un commerçant de Rosemère depuis plusieurs années. J'ai une clinique d'ostéopathie. Je suis donc bien au fait des aléas que doivent vivre les commerçants locaux dans le cœur villageois. Ça fait aussi que je suis assez calé en administration des affaires. Ça fait depuis 2006, j'administre des entreprises. Ce bagage-là s'ajoute aussi aux 90 ans d'expérience qu'on a dans l'équipe en administration des affaires, en gestion d'entreprise, en entrepreneuriat. Outre ça, je m'intéresse à la politique depuis vraiment très longtemps. Mais c'est récemment où les étoiles étaient alignées, particulièrement à Rosemère, que j'ai pu et j'ai eu le temps aussi de m'impliquer dans cette aventure-là. En fait, c'est évidemment le dossier du devenir du site de l'ancien golf qui a allumé la flamme de la création du parti, du collectif Avenir Rosemère. Mais mes motivations vont vraiment au-delà de ça au niveau politique. J'ai la prétention, ou le désir enfin, de remettre la politique, la démocratie à l'endroit. C'est pas juste à Rosemère que c'est à l'envers. En fait, dans un monde idéal, les idées proviennent de la population, puis là, les élus les recueillent, les mâchent, passent ça dans un filtre administratif, créent une vision qui fait qu'au final, l'État ressemble à ses constituants. Puis ce qu'on remarque dans la réalité politique d'aujourd'hui, c'est que c'est un peu l'inverse qui se passe. Il y a des idées qui viennent d'on ne sait pas où, qui nous sont présentées dans un discours léché un peu, puis on ne sait pas trop où ça s'en va. C'est plus des campagnes de marketing, puis ça ne ressemble pas vraiment à la population. Donc c'est vraiment ce que moi j'ai la prétention d'apporter dans le débat. Bien, merci, M. Geoffrion. Vous êtes dans les temps, c'est parfait. Ce sera maintenant votre tour, M. Westram, de vous présenter. Je vous laisse 2 minutes pour le faire. Alors bonjour, oui, Éric Westram, candidat à la mairie et maire sortant. Je suis arrivé à Rosemère en 1980, donc plus de 40 ans de bénévolat, en fait 40 ans de présence à la ville de Rosemère. J'ai œuvré pendant 33 ans comme bénévole, comme entraîneur de soccer sur les terrains de soccer de Rosemère et de la région. J'ai été élu à 3 reprises consécutives comme conseiller municipal, donc 12 ans, et les 4 dernières années à titre de maire. Je suis reconnu pour être quelqu'un proche des gens, proche des citoyens. Je pense que je représente aussi bien la classe moyenne que la classe plus nantie. Je suis quelqu'un de très investi dans ma communauté. Et je pense que je représente une équipe là, qui fait de la politique pour les bonnes raisons. On est reconnu pour être très proche de la communauté, de poser souvent des questions à la communauté par différentes activités, malgré la pandémie qui nous a affectés dans les 2 dernières années. Et l'intention, évidemment, de pouvoir continuer dans cette même lignée dans les 4 prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je reviens à nos moutons. Vous avez maintenant 5 minutes chacun pour exposer votre position sur l'avenir du golf. Le hasard a une fois de plus favorisé M. Geoffrion, qui peut maintenant parler pendant 5 minutes. Donc d'abord, très rapidement, notre position sur le golf commence à être assez bien connue. C'est d'interrompre le processus de changement d'affectation du sol qui a été entamé ou qui a été demandé en 2020 par l'administration de la ville pour ensuite pouvoir conserver 88,5% du terrain en espace vert, dont le devenir sera déterminé après. Il y a plusieurs raisons pour ça, dont aucune est du pelletage de nuages. En fait, il y a des raisons financières vraiment très importantes derrière cette position-là qu'on a. Parlons déjà tout de suite de ce qui peut arriver si on va de l'avant avec la demande de changement d'affectation du sol, qui va être un oblivion financier, littéralement. D'abord, puis je vais faire une petite métaphore pour vulgariser, le terrain de golf, tel qu'il est protégé par un cadre légal qui est l'affectation du sol, le zonage. Et actuellement, contrairement à ce qui est véhiculé, le terrain est protégé par ce cadre légal-là et la ville de Rosemère est aussi protégée de toute poursuite du propriétaire dans son état actuel. Pour vous donner un exemple, vous avez une maison qui est zonée résidentielle. Si vous voulez vendre des hot dogs dans votre maison, la ville va vous l'interdire. Vous ne pouvez pas poursuivre la ville pour vendre des hot dogs dans votre maison si ce n'est pas l'usage prévu du sol. Ça ne tient pas debout. Si on va de l'avant avec la demande de changement d'affectation du sol, dans un très, très bref délai, il y a ce qui s'appelle les règles de concordance qui s'appliquent. Et là, la ville est obligée de changer le zonage du terrain pour se conformer aux nouveaux usages du sol. Et en modifiant l'affectation du sol, ça veut donc dire que là, le propriétaire se retrouve avec un terrain qui est zoné commercial complètement. Et là, il y a tout loisir de bâtir un développement résidentiel dessus. Et si on ne veut pas, là, les poursuites commencent. On ouvre une porte à une pléthore de poursuites qui vont nous mettre l'ensemble des Rosemérois dans la merde jusqu'au cou pour des décennies. On ne parle pas de 3-4 ans, c'est des poursuites de dizaines de millions de dollars qui nous pendent au bout du nez parce qu'on empêcherait le propriétaire de jouir de l'usage de son terrain, parce qu'on essaierait de le racheter par une expropriation déguisée, parce qu'il y aurait une perte de jouissance si on veut qu'il développe juste la moitié. Enfin, la liste est assez longue. Puis en plus de ça, si on vient sur une note un peu plus légère, il y a beaucoup de recherches qui se fait en écofiscalité à travers le monde et il y a une chaire de recherche à l'Université du Québec en Outaouais qui a déterminé pour le Québec la valeur d'un espace vert en milieu urbain et les retombées directes de ça. Un espace vert, ça vaut 25 000 $ par hectare par année qui revient dans les poches des citoyens. Donc pour les 53 hectares du terrain de golf qui est actuellement pas développable, c'est 1 325 000 $ par année dans nos poches de Rosemérois qui nous revient. Ensuite de ça, si on bâtit un quartier résidentiel sur un terrain où il n'y a pas d'infrastructure. À Rosemère, les taxes résidentielles sont excessivement basses. On est parmi les plus bas au Québec au niveau du taux de taxation résidentielle. C'est très difficile d'être rentable par rapport au fardeau des infrastructures qu'on a à mettre en place. Aussi, les infrastructures qu'on a à mettre à niveau dans le reste de la ville et l'entretien de ces infrastructures-là, des routes et tout ça, pour l'éternité. Donc, au mieux, quand on construit des nouvelles maisons sur un lot où il n'y a pas d'infrastructure, avec les nouvelles taxes qu'on génère, on arrive kiff-kiff, là. Il n'y a pas d'argent à faire. Alors qu'avec un espace vert, il n'y a pas ces dépenses-là qui sont associées. Il y en a d'autres, mais dans une moindre mesure. Et il y a aussi moyen de bâtir un plan stratégique porteur pour rendre ça rentable. Si on prend l'exemple du parc du domaine vert à Mirabel, pas qu'on veuille faire un domaine vert nécessairement, ce serait ouvert à consultation, mais si on prend cet exemple-là, le domaine vert génère des profits pour la ville de Mirabel de 4 millions de $ par année. C'est quand même considérable parce qu'ils arrivent à avoir une plus-value avec les frais aux non-résidents, les services qu'ils offrent. C'est le genre de choses qu'on peut mettre en place pour rendre ce terrain-là rentable. Donc, même au niveau financier, sans dire c'est sûr que c'est un service à la communauté, un grand parc, mais au-delà du service que ça rend à la communauté, des bienfaits au niveau de l'environnement et de la santé de tous, il y a un aspect financier vraiment très important qui, je crois, a été
oblitéré, pas par mauvaise foi, parce que je prête de mauvaise foi à personne, mais peut-être juste par ignorance ou mauvaise compréhension de la loi. Merci, M. Geoffrion. M. Westram, laissez-moi repartir ma minuterie. C'est à vous. Vous avez 5 minutes pour exposer votre position sur l'avenir du terrain de golf. Alors, avant de vous exprimer notre position sur l'avenir du terrain de golf, je voudrais commenter. Je recommence? Ben, approchez-vous de votre micro. Donc, avant de vous exprimer notre vision sur l'avenir de cet ancien terrain de golf, laissez-moi commenter sur certains points qui viennent d'être mentionnés. Du reste, ce que j'entends maintenant, c'est le reflet de ce qu'on entend depuis 2 ans d'un certain groupe qui alimente la population avec des informations qui démontrent vraiment soit une intention incorrecte ou un manque d'information. Il faut faire attention quand on parle de changement d'affectation et quand on parle de changement d'usurage, on ne parle pas de la même chose. Le changement d'affectation, le seul usage permis présentement sur cet ancien terrain, c'est golf avec chalet. Ce n'est plus un golf, ce ne sera plus jamais un golf et le chalet est en train de tomber en morceaux. Donc, par conséquent, il y a une obligation légale de faire une demande de changement d'affectation du sol. Ça ne change en rien la valeur du terrain et ça ne change en rien ce qui pourrait être fait du terrain. Bon. Notre position à nous, et cette position-là, elle vient de 3 années de consultation publique, où on a quand même consulté la population pendant 3 ans, une quinzaine de séances, où ce qui finalement a émané de la population, c'était finalement d'en sauvegarder le maximum possible. Et nous, on a établi le minimum à sauvegarder à 50 %. Ça ne veut pas dire pour ça que ça ne pourrait pas être plus que 50 %, mais le minimum serait de 50 %. Quand on parle d'infrastructures, comme M. Geoffrion l'a mentionné, ce qu'on oublie de dire, c'est que toutes les infrastructures inhérentes à un développement possible, ce qui n'est pas le cas de toute façon. Mais dans tout développement, c'est toujours aux promoteurs de payer pour les infrastructures. Nous avons fait des études et des recherches par rapport à notre capacité de fournir de l'eau potable et la gestion des eaux usées, et on a de la capacité en masse. Donc, l'intention de la majorité des citoyens qui sont bien renseignés vous diront qu'un 50 % qui nous serait donné, parce que les fonds de parc, selon la loi, on parle de 10 %. On demande 50 % aux promoteurs qui nous soient donnés, un 50 % homogène qui nous viendrait donc à coût nul, et sur lequel on pourrait évidemment planter une 60aine de mille d'arbres, parce que les véritables poumons, ce n'est pas du gazon, c'est vraiment les arbres qui, eux, filtrent le CO2 et qui filtrent évidemment toutes les particules qui sont mauvaises à la santé. Et évidemment, nous, on s'est engagés à continuer à consulter la population en regardant vers l'avenir et d'amener la population, évidemment, à un référendum la journée où on aurait quelque chose véritablement sur lequel ils auront à se prononcer. Vous avez terminé? Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Westram. C'est apprécié. Maintenant, comme vous le savez, chacun des candidats pouvait adresser une question à son adversaire. Encore une fois, M. Geoffrion, vous êtes sorti l'heureux gagnant du tirage au hasard. Vous pouvez donc poser votre question à M. Westram, qui aura alors 3 minutes pour y répondre. Votre question, M. Geoffrion? Parfait. D'abord, M. Westram, merci pour votre intervention. Ma question va vous donner l'occasion de poursuivre un peu sur la même lancée. Considérant le poids financier insoutenable qu'un changement d'affectation du sol amènerait sur la ville, considérant aussi que le site est actuellement protégé dans son cadre légal, ce cadre-là protège aussi la ville et qu'un changement d'affectation lèverait cette protection, d'autant que, je suis désolé de vous contredire, il n'y a aucune obligation de changer l'affectation du sol actuellement. Considérant aussi qu'une consultation ou un référendum après coup pourrait jamais porter sur un retour à l'ancienne affectation, parce que ça, c'est légalement impossible aussi. Pouvez-vous nous éclairer sur les données probantes sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour persister dans votre désir de faire modifier au schéma d'aménagement de la MRC l'affectation du sol du site de l'ancien golfe de Rosemère? Vous avez 3 minutes, M. Westram. Encore une fois, on mélange le changement d'affectation et le changement de zonage. Le changement de zonage est la dernière carte vraiment qu'une ville détient dans son jeu pour soit maintenir le statut tel qu'il est maintenant ou demander à la population la possibilité d'avoir une vision qui est différente. Maintenant, quand vous dites que le changement d'affectation viendrait changer tout, c'est totalement faux. En fait, présentement, le golf ou les propriétaires de ce terrain-là payent des taxes sur un golf. Ce n'est plus un golf. Donc, il va leur ajuster la taxation à un terrain vague.
pour faire ça, il faut changer l'affectation. Alors, le changement d'affectation est un processus qui ne change absolument rien, ni à la valeur du terrain, ni à ce qu'on pourrait en faire, évidemment, en lien avec la communauté. C'est votre réponse, monsieur? Tout à fait. Monsieur Westram, c'est à votre tour de poser votre question à M. Geoffrion. Votre question est laquelle? Donc, M. Geoffrion, vous invoquez, n'est-ce pas, avec votre groupe déjà depuis un certain temps, vouloir sauvegarder cet espace-là. Vous dites sauvegarder, évidemment, c'est difficile de sauvegarder quelque chose qui ne nous appartient pas, mais on comprend l'intention parce qu'à la base, l'intention est la même, finalement, je pense, des deux parties. Vous voulez acquérir 88% de ce terrain-là. Quel est le montage financier auquel vous avez pensé? Parce que vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la taxation à Rosemère est excessivement compétitive. Elle est une des plus basses au Québec par capita. Et donc, l'achat ou l'acquisition de ce terrain-là, sachant très bien qu'il n'y a aucune subvention gouvernementale qui sont disponibles, donc sachant pertinemment que même si la valeur d'expropriation serait ramenée à la valeur marchande du terrain, c'est ce qu'on a tous demandé finalement aux instances supérieures, quel montage financier vous aurez? Parce que nous, on évalue à au moins 600 $ par année sur 25 ans, juste pour l'acquisition. Et on ne parle pas de l'aménagement ni de l'entretien. Vous avez 3 minutes, M. Geoffrion. Bien, en fait, c'est important encore de corriger certaines affaires. La valeur marchande actuelle du terrain, dans son état actuel, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. C'est pas 126 millions, ni 40, ni 20, ni 18, ni 23. C'est 6 à 8 millions de dollars. C'est pour ça qu'on veut interrompre dès à présent le processus de changement d'affectation du sol. Je ne mélange pas affectation du sol et zonage, parce qu'un est dépendant de l'autre. Si on change l'affectation, on est obligé par les règles de concordance de changer le zonage. Mais enfin, toujours est-il que la valeur de ce terrain-là étant de 6 à 8 millions de dollars, c'est déjà une pilule moins difficile à avaler. On peut le financer, comme je disais tantôt, en valorisant le terrain. C'est pas un espace avec du gazon qu'on veut faire où les gens vont jouer au frisbee, là. On parle d'un parc régional dont la vocation exacte serait soumise à une consultation auprès des citoyens, mais il y aurait des services à valeur ajoutée pour la communauté, notamment l'accueil des non-résidents, des services, des cours, des loisirs et tout ça, qui rendraient la chose rentable à long terme. Évidemment, pour l'achat initial, on peut avoir un prêt, mais comment on finance ce prêt-là après ça à long terme, comment on le rembourse? Ça pourrait être de cette façon-là. Ensuite, vous dites qu'il n'y a pas de subvention disponible. Il y a quand même au provincial et au fédéral des programmes de subvention pour faire l'acquisition d'espaces verts en milieu urbain pour leur protection. Donc, si on s'engage à faire de ce terrain-là un espace protégé, il y a des subventions qui existent, qui viennent aussi amoindrir le coût. Puis, je pourrais relancer en disant qu'en fait, au-delà de ça, le montage financier qu'on a est plus rentable qu'un montage financier pour un quartier résidentiel, encore à cause du coût astronomique de mettre des infrastructures là-dedans, mais dans le cas où les infrastructures sont payées par le promoteur, l'entretien, la mise à niveau à pérennité de ces infrastructures-là, c'est plus rentable, plus payant et plus facile de s'offrir un espace vert en milieu urbain qu'un quartier résidentiel. Si vous me permettez, je vous ai vu sourciller sur un des points qu'a apporté M. Geoffrion au niveau de la valeur du terrain. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. M. Geoffrion semble dire que c'est un terrain qui vaut 6 à 8 millions de dollars. De votre côté, vous parlez d'une centaine de millions de dollars. Il y a une énorme différence entre les deux chiffres que vous avancez. Si je vous laissais chacun une minute pour m'expliquer d'où vous provient ce chiffre-là. M. Westram, je vais vous laisser commencer, si vous le permettez, M. Geoffrion. Allez-y, M. Westram. Alors, si évidemment, le 6 et 8 millions était le prix à payer, je pense qu'on n'aurait pas les conversations qu'on a là. Ça ferait longtemps qu'on aurait fait une offre. Je ne parle même pas de la valeur d'expropriation de 124 millions, parce que cette valeur d'expropriation, personne à Rosemère ne veut se le permettre, ni ne peut se le permettre. Donc, on a demandé, comme d'autres villes qui ont des situations similaires, de ramener au gouvernement de regarder la loi par rapport à ramener la valeur d'expropriation à la valeur marchande. Maintenant, moi, M. Geoffrion répondra à la question comment il arrive aux 6 à 8 millions. Une valeur marchande, une transaction, ça se fait entre quelqu'un qui veut vendre et quelqu'un qui veut acheter. Présentement, le terrain n'est pas à vendre. Il suffit de savoir la valeur des terrains à Rosemère pour savoir que la valeur marchande de ce terrain-là se situe à un minimum de 40 millions. Et moi, je peux vous dire comment j'y arrive. On parle de 124 millions qui est la valeur d'expropriation.
On en déduit les revenus et les profits qui seraient générés par un développement. Ça nous amène à 40 millions. Alors, 40 millions, vous chiffrerez ça sur 25 ans ou sur 20 ans avec un emprunt, et vous allez vous rendre compte que l'impact financier là, sur la communauté est important. Et cette question-là pourrait être posée en temps et lieu lors d'un référendum. Ça appartient à la communauté de décider si vraiment elle pense que ça en vaut la peine ou non. Parfait. M. Geoffrion. Et je voulais également rajouter que quand on parle de subventions, gouvernementales, et on sait très bien, parce qu'on a eu des subventions pour la forêt du Grand Coteau. Non? Finissez votre phrase, M. Pour la subvention pour la forêt du Grand Coteau, les subventions sont disponibles pour des terrains qui sont considérés à forte valeur environnementale, ce qui n'est pas le cas du golf. Merci beaucoup. M. Geoffrion, vous avez 1 minute 10 secondes pour Parfait. répondre à la question. Super. Donc, je reviens sur la valeur à l'expropriation de 126 millions de dollars. En fait, cette valeur-là est basée une fois le changement d'affectation du sol fait et quand ce sera zoné résidentiel. Donc, c'est une valeur spéculative sur un terrain sur lequel un promoteur aurait le droit de bâtir. Donc, ça ne s'applique pas et c'est une autre des raisons pour lesquelles on veut ardemment protéger l'affectation actuelle du terrain pour que cette valeur-là n'explose pas. La valeur marchande réelle en ce moment du terrain de golf au complet, le 100%, c'est 23 millions de dollars. Si on soustrait de ça la valeur du 11,5%, le 750 000 pieds carrés sur lesquels le promoteur peut bâtir, c'est là où on arrive à la valeur de entre 6 à 8 millions de dollars. Je comprends que pour un promoteur, c'est pas intéressant à entendre et c'est peut-être pas le fun de recevoir une offre de cette envergure-là, mais c'est la valeur du terrain. Il faudra s'asseoir avec le promoteur pour en jaser. Merci. Et maintenant le temps de conclure. Encore une fois, allez vous acheter un billet de loterie, M. Geoffrion. Vous avez remporté le tirage au hasard. Vous pouvez donc prendre 4 minutes pour conclure. Je vous le rappelle, vous pouvez parler d'autre chose que du terrain de golf, y aller de vos engagements, par exemple. C'est à vous de décider ce que vous faites de vos 4 minutes. Je vous laisse la parole. Parfait. D'abord, merci M. Asselin d'avoir rendu ça possible. Ça faisait longtemps qu'on voulait un débat sur les idées. Je pense que ça s'est déroulé de façon cordiale de part et d'autre. Puis c'est intéressant de pouvoir vraiment discuter de choses de fond sans se tirer les cheveux. Ça représente ce qu'on veut faire, nous, avec la politique et la démocratie. On a des idées qu'on appuie avec des données probantes. Tout le temps, on veut en jaser, puis on est toujours très ouvert à recevoir des questions, on aime y répondre. Si on n'a pas les réponses tout de suite, on va aller fouiller, puis on va donner les réponses. Donc voilà, le débat sain, c'est intéressant d'avoir ça aujourd'hui. Finalement, il y a aussi beaucoup d'autres choses dans notre plateforme que le golf. J'aurais aimé adresser aussi notre intention de revoir les processus à la Ville, puisque dans le budget 2020 de la Ville de Rosemère, n'eût été des primes COVID qui ont été versées à certaines municipalités, la Ville aurait fait un déficit quand même considérable, ce qui est un peu étonnant. Considérant la gestion financière de Rosemère qui typiquement a toujours été semi-facile à cause du secteur commercial. On sait que le secteur commercial périclite puis que ça a eu une très grosse influence sur le budget, mais on veut quand même revoir dans notre plateforme les processus budgétaires municipaux et aussi dans le financement de la ville à long terme. On veut miser vraiment sur le développement et la revitalisation du secteur commercial. Parce que, comme je disais tantôt, les taxes municipales à Rosemère, les taxes résidentielles sont excessivement basses et on veut les garder comme ça. La taxe commerciale, elle, est 3 fois plus élevée, le taux de la taxe commerciale, que la taxe résidentielle. Donc, pour chaque augmentation de valeur d'$1 d'un édifice, d'un immeuble commercial, ça équivaut à 3 $ de résidentiel. Et le commercial est notre plus gros client à 44 % de nos revenus de taxation. Il faut donc s'occuper comme il faut de ce client-là. Et en revitalisant le secteur commercial, on augmente considérablement nos revenus de taxes commerciales et donc on rend la ville plus rentable. C'est comme ça qu'on peut aller chercher d'autres revenus pour notamment satisfaire aux nouvelles cotes-parts qui s'ajoutent, celle du REM, entre autres. Merci, M. Geoffrion. M. Westram, c'est à vous. Vous avez 4 minutes également pour conclure ce débat. Merci, M. Asselin, pour l'opportunité. Et soit dit en passant, M. Geoffrion, c'est moi qui avais initié l'idée à M. Asselin de conduire un débat avec vous. Ben, merci beaucoup. Quand vous parlez du budget 2020, ça me démontre à quel point vous êtes mal renseigné. Si ça avait été de l'aide COVID, nous aurions déclaré des surplus.
Et donc, votre assumption est totalement fausse. Quand vous parlez également du secteur commercial, je pense que Rosemère a établi des politiques d'achat local. On est très, très proche de nos commerçants parce que oui, on réalise à quel point le fait qu'ils fournissent presque la moitié de l'assiette fiscale, ça nous permet évidemment aux résidences d'avoir des taxes excessivement compétitives. Rosemère a toujours été bien gérée financièrement. Je veux dire, moi, j'ai été 12 ans conseiller et les mairesses pour lesquelles j'ai travaillé ont toujours comme objectif de maintenir le niveau de service élevé et un taux de taxation le plus bas possible. Ce que je dis, c'est que j'ai l'expérience de gestion au privé, comme je l'ai également de façon publique. On a une équipe, nous, qui couvre 3 générations d'âge. On a plus de femmes que d'hommes parce que je pense que c'est important pour la femme de s'exprimer en politique. Et du reste, elles sont très, très bonnes. Ce qu'on déplore dans cette campagne électorale, c'est qu'il y a eu beaucoup de désinformation par certains des candidats. Je ne dis pas tous, mais certains. Ce qu'on déplore également, c'est les techniques sur les médias sociaux qui visent à brimer la réputation de certains élus, dont la mienne. On trouve ça totalement désolant. L'UMQ avait déjà adopté du reste une résolution à l'égard de faire attention à ce qu'on mettait sur les réseaux sociaux. Alors, une campagne électorale avec des débats d'idées, avec des débats de projets, tout à fait. Une campagne électorale où on fait du salitage systématique dans du porte-à-porte. Quand on vandalise des pancartes, comme on le fait déjà depuis les 4 dernières journées, nous, on refute ce genre de choses. On a mis une campagne électorale propre, honnête, transparente, à l'image de qui on est. Des gens très investis dans la communauté depuis longue date, des gens qui sont là depuis plusieurs générations, et on a l'intention de continuer à le faire. Et donc, le golf, et c'est un sujet qui est important, tout à fait, mais ce n'est pas le seul dossier sur lequel une ville doit travailler. Il y a beaucoup d'autres projets, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit regarder qui sont importantes pour une communauté, et nous, on a l'intention de continuer à le faire avec la communauté. Merci, M. Westram. À mon tour de conclure, merci énormément, messieurs, de vous être prêtés au jeu, en espérant évidemment que cette discussion aura permis à certains de se faire une idée sur celui qu'ils souhaitent voir à la mairie de Rosemère le 8 novembre au matin. Encore une fois, merci et au revoir. Merci.